Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les agitateurs du Hainaut depuis What Home à Valenciennes qui nous accueille chaque semaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Magali Powell et Mélanie Billet qui représentent l'établissement du sang français de Valenciennes à l'occasion de la journée du don du sang qui aura lieu le 14 juin. Et pour démarrer, nous avons le plaisir d'accueillir Tiffany Bell qui est accompagnée de Maître Galuet Hélène pour son roman Vivante. Je salue toute l'équipe et on commence tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Tiffany, Maître Galuet, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Tiffany, vous avez été victime de violences conjugales, une vraie descente aux enfers. Quelle était votre vie avant de rencontrer votre bourreau ? Avant de rencontrer mon bourreau, je vais nommer, le Rudy, j'avais une vie ordinaire, j'étais mariée, j'avais des enfants, j'étais soignante, j'avais une vie qu'on peut catégoriser de normale. Et tout a basculé du jour au lendemain. Oui. Au bout de combien de temps, avant de vous poser la question, au bout de combien de temps les premiers coups ont commencé, comment se comportait-il au début avec vous ? Au départ, il s'est comporté de manière très courtoise, on ne va pas se mentir. Il a beaucoup travaillé par mimétisme, il a essayé d'utiliser mon langage, de changer sa façon de s'habiller, de se comporter, de parler. Il écoutait les musiques que j'écoutais. Du coup, par mimétisme, il a créé un lien. Il a beaucoup aussi parlé de sa vie passée, malheureuse, son enfance troublée. Donc ça m'a directement affectée. Donc il savait très bien comment me manipuler, ça a très vite fonctionné, oui. Et vous l'appeliez le tatoueur beau-parleur. Moi, je l'appelais comme ça. Vous l'avez nommé comme ça, c'est ce que j'ai cru voir. Ah, peut-être que... C'est un beau-parleur de toute façon. C'était un beau-parleur, il se faisait passer pour un tatoueur. Il n'était pas tatoueur, il ne l'est toujours pas d'ailleurs. Toute sa vie était mensonge, mais ça, on l'a découvert au fur et à mesure. Ah d'accord, il n'était pas tatoueur. Absolument pas. C'est ce qu'on... D'accord. On a tout découvert au fur et à mesure de la procédure, avec le passage en cour d'assises. On s'est rendu compte que tout ce qu'il avait dit, tout n'était que mensonge finalement. Donc, comment sont arrivés les premiers coups ? Quelle était, selon lui, la cause de ces premiers coups ? Le soir des premiers coups, c'était le soir de son anniversaire, donc le 24 mai. Le 24 mai, où Tessa, son ex-femme, l'appelle en disant puisque tu n'as pas voulu quitter Tiffany, alors que moi je le poussais vers la sortie, lui il s'accrochait, plus je le repoussais, plus il voulait rester. Elle lui a dit puisque tu n'as pas voulu quitter Tiffany, alors j'avorte. Et elle lui a fait croire qu'elle était enceinte d'une petite fille. C'était un de ses rêves à lui, apparemment, un de ses nouveaux rêves en tout cas. Et ça a été le soir des premiers coups, donc 3 semaines plus tard. Mais c'était donc un véritable manipulateur. Oui. Mais comment vous expliquez, il avait une relation avec son ex-femme ? À la base, légalement, en tout cas, il disait que non. C'était devenu sa maîtresse, en fin de compte. Oui, elle et tant d'autres. Mais en tout cas, lui, au départ, il disait qu'il était en séparation, en divorce. Et finalement, non, pas du tout. Vous avez tout découvert en allant au tribunal ? Au fur et à mesure du temps, il faut du temps. Beaucoup de temps pour se rendre compte, pour comprendre, et puis des recherches, des enquêtes, parce que c'est pas notre travail. On se rend compte que même son enfance, il y a beaucoup de choses où c'est pas vrai. Il s'est tissé une vie qui n'était pas la sienne. Et c'était un mytho alors. Oui, comme les jeunes disent, c'était un mytho. Vous disiez que son rêve c'était d'avoir une petite fille, mais il était également pas violent qu'avec les femmes, avec ses enfants aussi. Il était violent, extrêmement violent avec les femmes, avec les adultes, avec les enfants, avec les animaux. Il était violent tout court. Il était violent avec les perroquets, avec les chiens, avec les passants. Il prenait plaisir à boxer un de ses fils. Mais d'où venait cette violence de l'enfance ? Il y avait un traumatisme, un trouble ? Je pense que oui. C'était une façon pour lui de s'exprimer ? Je pense qu'on est l'adulte à travers l'enfant qu'on était. Il y a forcément des prémices qui peuvent expliquer, pas pardonner, mais au moins expliquer l'adulte qu'il est devenu. Mais en tout cas, il s'exprimait par la violence et il contrôlait les gens par la violence et la manipulation, par la violence psychique ou physique, ou les deux, et ça lui convenait, c'était son mode d'action.
Mais vous saviez donc qu'il était violent, c'est pour ça que vous avez dit que comme vous étiez prêt à le quitter, donc vous l'aviez déjà pratiquement quitté dans votre tête avant que les coups y arrivent. C'est pas, je savais pas qu'il était violent avant les premiers coups. Vous n'aviez pas vu qu'il était. C'était juste pas un homme fait pour moi. Ça, j'en étais convaincue. C'était une chose où j'étais convaincue. Avant la violence, ça fonctionnait pas. Je me sens, c'était pas ma vie, c'était pas mon équilibre, c'était pas mes repères, c'était pas ce que je voulais. Oui. Donc dès le départ, je mettais du recul, je voulais qu'il s'en aille, je voulais pas. J'avais beau le repousser, il revenait. Malgré tout, il y avait aussi ce lien d'attachement face à cet homme qui semblait avoir souffert et la souvenante en moi qui voulait essayer de l'aider, et de comprendre. Mais c'était pas, j'ai pas eu le temps de ressentir de l'amour envers cet homme. C'est pas vrai. Ça a été trop vite, trop rapide. 3 semaines plus tard, après un soir où il s'est passé du coup une relation plus ou moins consentie. Tout le reste, après ce soir-là, tout le reste n'était plus consenti. Qu'est-ce que vous appelez plus ou moins consenti ? C'est que ce soir-là, je me suis laissée aller dans les bras d'un homme qui me portait à peu près de l'attention. Je me suis pas débattue, mais j'ai pas non plus contrôlé quoi que ce soit. Mais par la suite... Vous étiez en état de faiblesse. C'est ça. 3 semaines plus tard, les premiers coups. La seule chose qui me préoccupe, c'est le bien-être de mes enfants et qu'ils ne les réveillent pas. Et il s'instaure tout de suite un climat de tension, de terreur par la suite, et les violences vont monter crescendo, les menaces vont monter crescendo. Il attaque ma famille, mes collègues, mes amis. Oui, parce qu'il a menacé vos collègues. Bien sûr, je me retrouve isolée, j'ai plus de travail, j'ai plus de famille, j'ai plus d'amis, jusqu'à me retrouver séquestrée chez lui, chez son ex-femme, qui est d'accord sur le début. Enfin, c'est très compliqué, donc on se rend pas compte, non. Il a eu des humiliations quotidiennes, des brûlures, des ecchymoses. C'est quand même grave. Oui. Ouais, ce que j'ai retenu également, c'est que on ressent votre désespoir à ce moment-là. Vous écriviez des mots sur des bouts de papier que vous cachiez à travers la maison, en espérant que quelqu'un les trouve si jamais vous arrivait un malheur. Oui, parce que on pense à nos enfants. Et puis, je voulais que quelque part, on sache ce qui m'était arrivé et qui était responsable de ça. Et puis, à travers ça aussi, c'était ne pas perdre la face, ne pas devenir folle, parce que je vois plus personne. Je suis enfermée constamment, que ce soit chez son ex-femme ou même chez moi par la suite, après l'incendie. C'est qu'il est toujours là, il contrôle tout, il manipule tout. J'ai plus possession de ma vie, plus de papier, plus rien. Donc, mais l'ex-femme était consciente de ce qui était en train de se passer. Ça fait penser au Dutroux, par exemple, où l'ex-femme a donné un coup de main à son mari pour arriver jusqu'à ses fins. C'est à peu près le même genre de couple. Non, c'est pas à ce point-là non plus. C'est que Tessa, en fait, ils avaient une vie à la base de libertins. Donc quand Rudy m'amène en tant que cadeau d'anniversaire de mariage, forcément Tessa, ça la heurte pas. Sauf que Rudy, de un soir, ça passe à une séquestration totale. Le tolère, le tempère, parce que elle est aussi, elle, victime, sous son emprise depuis bien plus longtemps que moi. Et elle l'aime. Donc c'est toute la différence. Quand moi je vais combattre, elle va s'adoucir parce qu'elle l'aime, elle a des enfants en commun avec cet homme. Ils sont mariés, ils ont toute une vie, tout un passé, ils ont vécu des choses que peu d'humains le vivent ensemble. Donc il y a aussi une histoire, il y a aussi un parcours qui explique, pas qui pardonne, mais qui explique que. Et Tessa finalement va me rendre les clés un matin parce qu'elle est persuadée qu'il va finir par me tuer. Donc d'elle-même, elle va se retourner finalement aussi contre lui à sa hauteur à ce moment-là, avec son pouvoir à ce moment-là, pour dire à Rudy, moi aussi. C'est ça. Elle a pris conscience qu'il y avait quand même quelque chose qui était en train de se passer, qui n'était pas tout à fait normal. C'est que la violence, elle était tellement devenue quotidienne et tellement forte tous les jours. Et les violences sexuelles aussi, que Tessa était persuadée qu'elle allait finir par me tuer. Donc, après une nuit d'horreur physique et psychologique, Tessa a décidé de me rendre les clés de chez moi. Et c'est comme ça que je repars chez moi. Mais j'ai du mal à comprendre comment cette femme a pu laisser faire les choses, puisqu'elle voyait la violence qu'il y avait envers vous, et donc elle était vraiment son complice.
Non, mais elle était sa victime. Elle ne vous a jamais touché, elle. Non, elle était victime de tous ses désirs. Quand il décidait d'établir des violences sexuelles aussi sur elle en même temps que moi, elle n'avait pas le choix de se plier. De toute façon, à côté de ça, il s'en prenait forcément aux enfants, aux siens. Donc c'est une victime, elle aussi. Bien donc sûr. Elle ne sera pas au tribunal, elle ne sera pas Non, c'est une victime. dans le box des accusés. On va en parler avec Maître Galuet du procès. Mais avant cela, je voulais savoir, est-ce que vous avez demandé de l'aide à vos proches, les voisins? Est-ce que les voisins voyaient quelque chose? Alors les voisins voyaient tout. Enfin, en tout cas, quand j'étais dehors, nue, traînée par les cheveux, forcément, ils le voyaient quand j'appelais à l'aide. Personne n'a osé parler à ce moment-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on combat quand même pour rompre le silence, pour que tout le monde puisse avoir accès à la parole. Et c'est pas faire preuve de dénonciation de prendre la parole, c'est protéger une vie, une ou plusieurs vies, parce que les enfants sont aussi victimes, directes ou indirectes, de ces violences. Les hommes aussi sont victimes de leurs femmes, parfois, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est important, c'est tout un travail, tout un parcours qui reste à faire. Et ces personnes l'ont vu, n'ont rien dit, ou ont même parfois prévenu Rudy que je me sauvais. Donc ils ont parfois été complices. Mais ça restait aussi des humains qui étaient manipulés par cet homme. Donc, Vous avez peut-être peur de lui aussi? Ils avaient sûrement peur de lui, ouais, forcément. Vous avez écrit un roman, Vivante, Oui. qui permet également de mettre sur écrit ce que vous avez vécu. C'est une forme de thérapie pour vous? Non, parce que forte de 10 ans de passé, c'est pas une thérapie vivante. Vivante, c'est aussi un message d'espoir pour toutes celles et ceux qui vivent, qui ont vécu ce genre d'événement. C'est faire preuve aussi de résilience, de pouvoir avancer, de dire qu'on peut aussi s'en sortir malgré tout et que grâce parfois à des êtres humains tels que Maître Galuet qui interviennent dans votre vie où tout bascule, ou Olivier, l'OPJ qui lui enfin prend la peine de m'écouter. Donc il suffit d'une petite voix et je pense que chaque voix compte. Vous avez été à la police, on vous a écouté? Non, on m'a pas écouté jusqu'à temps que, pendant plusieurs mois, jusqu'à temps que Olivier Daillé, OPJ à Denain, à ce moment-là, prenne la peine de m'écouter. Mais c'est aussi parce que Tessa était là, ce jour-là aussi avec moi. Vous avez eu un soutien. Donc il suffit parfois d'une personne pour tout faire basculer. Donc il est temps d'arrêter de fermer les volets, d'augmenter le son de la télé et de dire, écoutez, il y a du bruit chez ma voisine, venez voir, ça coûte rien. Combien de temps a duré votre calvaire? 18 mois à peu près. Mais comment vous sentez, vous, par rapport à toutes ces femmes qui vivent la même histoire que vous? Vous avez l'impression d'être solidaire, de former un groupe qui va essayer de faire exploser ce serait bien. Des hommes violents, il y en a à tous les coins de rue. Malheureusement, ça existe. Et la violence dans notre société ne va pas aller dans le bon sens. Mais est-ce que vous vous sentez solidaire? Je ne me rappelle pas le nom de cette femme qui a eu le procès retentissant. Elle était droguée, mais elle a quand même subi des violences. Bien sûr. Alors oui, parce que depuis la sortie l'écriture de ce livre, c'était pas une thérapie, c'était un témoignage pour expliquer déjà ce qu'est l'emprise, parce qu'on a tous des idéaux, des préjugés, ce qui n'est pas le cas. Tout le monde pense que ça arrive qu'aux autres, c'est pas le cas. Ça arrive à un type de femme, c'est pas le cas, ou à un type d'homme, c'est pas le cas. C'est un témoignage avec on a quand même feutré tout ce qui était un peu nauséeux parce que c'était pas le but, mais aussi d'espoir. Et depuis la sortie de ce livre, une vingtaine de femmes m'ont contactée. Dont une quinzaine où j'ai pu mettre en contact, que ce soit avec Maître Galuet ou avec des OPJ ou avec des personnes pour les aider, des foyers d'urgence. Enfin, ce livre sert, et c'est le but en fait qu'il soit écrit, c'est que c'est pas un livre qui a été écrit pour parler de moi parce que je me trouve trop bien et que j'avais envie de parler de moi. C'est un livre qui j'espère, est juste le début d'une grande aventure pour ouvrir peut-être des foyers d'urgence, pour faire des belles choses dans le coin, sachant qu'on est quand même le département numéro 1 des violences. Je pense qu'il est temps que ça diminue et que voilà, ça avance dans ce sens. Il y a encore beaucoup de travail, mais j'ai foi en l'humanité et j'ai foi en des professionnels tels qu'Hélène qui vont pouvoir nous aider. Donc, on va passer la main à Maître Galuet. C'est l'affaire Pellico. Oui. J'avais une toute dernière question quand même.
La police, quand vous êtes allé voir la police, c'était il y a longtemps, puisque normalement, je crois qu'ils ont formé la police pour qu'il y ait une écoute beaucoup plus soutenue. C'était il y a 10 ans, donc il y a 10 ans, forcément, voilà, les ça. accueils, tout était différent. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de travail, de formation, d'information sur les structures professionnelles, personnelles, les accueils. Donc effectivement, là, je me suis déplacée il n'y a pas très longtemps dans le même commissariat. Je vous assure que c'est différent. C'est bien, ça, Oui, ça il y a évolue. des avancées. Ça évolue doucement, mais ça évolue. Maître Galuet, vous êtes l'avocate de Tiffany, mais aussi son soutien. Oui, j'espère. C'est le rôle d'un avocat, de soutenir, d'être auprès de sa cliente, effectivement. Oui. Comment s'est déroulé ce combat judiciaire ? Alors, ce combat judiciaire, moi j'ai rencontré Tiffany, c'était pas trop prévu à la base, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque des faits, Tiffany était mariée, que son mari a donc demandé le divorce lorsque Tiffany annonce à son mari qu'elle décide de le quitter, de divorcer. Et moi, en fait, finalement, je suis l'avocat du mari. À l'époque. Donc on fait cette procédure de divorce et un jour le mari de Tiffany, je dis mari parce qu'ils sont de nouveau mariés et ensemble aujourd'hui, appelle mon secrétariat en voulant prendre rendez-vous pour Tiffany. Moi je vois le nom sur l'agenda, donc je dis à mon assistante je ne peux pas intervenir puisque madame est mon adversaire entre guillemets dans le cadre du divorce, et mon assistante me dit mais c'est monsieur qui m'a appelé, il faut absolument que tu la reçoives, voilà. Moi, je reçois Tiffany ce jour-là. Elle m'explique pendant longtemps le calvaire qu'elle a subi. Elle vient me voir parce qu'effectivement, Tiffany, elle a fait tout toute seule. Et puis, à un moment donné, lorsque vous avez des faits aussi graves, il y a un juge d'instruction qui est saisi. Puis, vous êtes convoqué pour être auditionné par le juge d'instruction, pour être confronté à votre agresseur. Donc, elle vient me voir à ce moment-là. C'est comme ça que je rentre dans le dossier, finalement. Mais vous avez aidé Tiffany à reprendre confiance en elle aussi, car ça allait être un combat difficile pour vous. Alors, j'ai fait mon métier, et d'ailleurs à ce sujet, j'invite toutes les femmes. Il y a plein d'associations, et je suis bien d'accord qu'ils font vraiment beaucoup de choses pour les femmes victimes de violences, victimes de viols. Moi, j'invite toutes les femmes à avoir le courage de prendre rendez-vous avec un avocat et d'aller voir un avocat. Je crois que c'est très important parce qu'en fait, on est un peu le seul interlocuteur entre la police et le procureur de la République. Il y a l'avocat. Et on est là aussi, nous, parce que des fois, il y a des dossiers qui avancent pas, parce que la police n'a pas de moyens, parce que il y a trop de dossiers. Mais parfois aussi, de faire la démarche d'aller voir un avocat, on n'est pas des nantis. Je veux dire, Tiffany, elle est rentrée dans mon bureau, le premier rendez-vous, il n'y a pas eu d'honoraire de verser ou quoi. On n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour aider les gens. Et je crois qu'il faut aussi que ces femmes se disent toutes, un avocat est accessible, on peut aller voir l'avocat, et bien évidemment qu'il faut pousser cette porte parce qu'en fait, on peut voir des associations, on peut voir plein de monde, mais l'avocat, c'est le seul lien entre le procureur de la République, c'est le seul intermédiaire entre le procureur de la République et le commissariat. Donc à un moment donné, il faut aller voir un avocat, il faut arrêter avec cette image où l'avocat demande des 1000 et des 100, c'est pas vrai, c'est faux de dire ça. Il y a plein d'avocats qui interviennent à l'aide juridictionnelle, comme je l'ai fait pour Tiffany. Et nous, on est là pour les aider, les aiguiller, leur expliquer, les rassurer. Parce que c'est pas tout le temps évident dans ces combats-là. Et puis, finalement aussi, à un moment donné, de pouvoir, dans le cadre d'une information judiciaire ou d'une enquête, peut-être remuer les choses et dire là, ça suffit, il faut aller de l'avant, il faut qu'on avance dans le cadre de ce dossier. C'est vous qui avez expliqué à Tiffany qu'elle avait le droit à l'aide juridictionnelle, parce que souvent dans un divorce... Moi, je vais vous dire directement, lorsque vous êtes victime, et je le dis, d'un crime, devant un juge d'instruction, devant une cour d'assises, vous avez l'aide juridictionnelle de droit. Voilà. De droit. Donc, c'est-à-dire que soit l'avocat accepte de vous prendre à l'aide juridictionnelle,
Voilà, il y en a qui le font, il y en a d'autres qui ne le font pas, mais après, chacun sa politique. Mais quand vous êtes victime d'un crime devant un juge d'instruction ou devant une cour d'assises, il n'y a pas d'honoraires à payer si l'avocat accepte d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle. D'accord. Donc ça, c'est systématique à partir du moment automatique. Où c'est la loi qui le prévoit. Voilà, c'est la loi. Mais après, il y a des avocats et il faut le dire aussi, l'aide juridictionnelle. On a cette indemnisation, c'est pas un salaire, c'est pas un paiement, parce qu'on n'est pas indemnisé ou payé comme à la hauteur de ce qu'on fait dans les dossiers. Mais il faut le dire, c'est automatique. Après, il y a des avocats qui décident, et il y en a, et ils ont raison aussi, parce que nous, on a aussi nos contrats, nos cabinets, nos salariés, et puis il faut faire tourner la machine. Mais en tout cas, par principe, une victime de crime peut avoir l'aide juridictionnelle de droit. Le temps passe vite, j'ai encore une ou deux questions. Votre bourreau a été donc condamné en 2018. Quel a été le verdict ? Alors, il a été condamné, sauf erreur de ma part, à 18 ans de réclusion criminelle, avec un suivi socio-judiciaire, sauf erreur de ma part, pendant 7 ans. C'est-à-dire un suivi judiciaire. Un suivi socio-judiciaire. À partir du moment où il sort de détention, c'est-à-dire qu'il a purgé sa peine, il va être suivi par un juge de l'application des peines et donc là, la durée est de 7 ans. Pendant 7 ans, il va être régulièrement, et ceux qui sont condamnés et qui ont un suivi socio-judiciaire sont plus souvent convoqués aussi que les autres auteurs d'autres délits, en tout cas de délits et pas de crimes. Une fois par mois, il va devoir justifier des soins, l'indemnisation des victimes. Et si, à un moment donné, il ne suit pas, il ne respecte pas son suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines, en tout cas, peut décider de mettre à exécution. En tout cas, pour ce monsieur-là, la peine encourue est de 5 ans en cas de manquement à son suivi socio-judiciaire, et peut décider de révoquer suivi socio-judiciaire, pas totalement, mais peut-être partiellement, s'il ne respecte pas et s'il ne va pas au bout des choses, à savoir indemniser la victime, suivre des soins, ne pas rentrer en contact avec ma cliente, ne pas se rendre aussi parfois à certains endroits. Le juge de l'application des peines, c'est lui qui a en charge le suivi des condamnés, et il fait en fonction du dossier, bien évidemment. Il peut aussi rajouter des obligations, enlever des obligations, mais c'est son boulot. Et cet homme-là, une fois qu'il sera sorti librement, en tout cas plus d'aménagement de peine, plus rien, il sera suivi par la justice pendant au moins 7 ans. Alors, en parlant concrètement, s'il se tient bien en prison, il va faire, on va dire, 10 ans. Alors, alors, est-ce que après, s'il fait les 10 ans, s'il fait 15 ans, peu importe, est-ce qu'il y aura vraiment un suivi, puisque justement, le problème, c'est que les suivis sont pas. Alors, il faut différencier plusieurs choses. Il a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle, c'est-à-dire qu'automatiquement, il a une peine de sûreté de 9 ans. C'est-à-dire qu'au bout il ne peut demander un aménagement de peine ou avoir des réductions de peine que la loi lui autorise qu'au bout de 9 ans. Ça veut dire qu'après, il peut sortir en aménagement de peine. Il peut, à un moment donné, bénéficier d'une libération conditionnelle, d'un bracelet électronique, selon la situation. Mais en tout état de cause, quand il finira sa peine, soit sous bracelet, sous aménagement de peine ou quoi que ce soit, à un moment donné, il sera quand même amené à être suivi par le juge de l'application des peines. Donc de toute façon, qu'il fasse 9, 10, 11, 18 ans, je ne sais pas si ce monsieur sortira avant, en tout cas il sera suivi par le juge de l'application des peines, qui même s'il a purgé sa peine, enfermé en tout cas en détention, puis après en aménagement de peine, il peut être amené à retourner en détention s'il ne respecte pas les obligations de son suivi socio-judiciaire. Il a quel âge cette personne ? On préfère oublier, je ne sais même plus. Il a menti sur son âge, du coup. On ne sait plus. Il a menti sur son âge, vous dites ? Ouais, je ne saurais même plus vous dire, et puis ça m'intéresse pas trop de le savoir. Une quarantaine d'années, je dirais. Une quarantaine d'années, d'accord. Maître Galuet, merci pour toutes ces précisions. Juste une dernière question, Tiffany. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Bien, je suis vivante, d'où le nom du livre. D'où le nom du livre. Et Maître Galuet a signé la postface de Vivante, on peut le préciser. Oui, c'était très bien.
Oui, le livre, partout, partout. On peut le trouver partout, que ce soit dans les librairies, les trucs internet de jeunes, là, Amazon et tout ça. Il est disponible partout et je vis sur Douchy, donc si un jour quelqu'un a besoin d'aide, n'hésitez pas, je ne suis pas très loin. Oui, parce que vous aidez également les femmes qui en ont besoin. En sûr. tout cas, merci à hommes. toutes les deux pour votre implication par rapport à ce thème et bonne continuation. Merci à vous. Merci. Les agitateurs du Hainaut, on marque une pause. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite.